Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nouvelle session d'information. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. C'est la dernière ligne droite pour le finaliste du secondaire. Le rendez-vous est pris du lundi 22 au jeudi 25 juin prochain pour l'examen d'état session ordinaire. À l'approche de l'échéance, la ministre de l'Éducation nationale appelle les élèves à la sérénité. Son message est clair. Restez concentrés, gardez confiance et appuyez-vous sur le travail accompli toute l'année. La ministre tape aussi du poing sur la table face aux rumeurs. Une seule règle prévaut la vérification pour toute information, image ou vidéo. Référez-vous impérativement au canal officiel de l'Éducation nationale. Un tournant décisif pour l'avenir des enfants en RD Congo. La ministre d'État à l'Éducation nationale, Raissa Malou, a officiellement validé ce jeudi à Kinshasa le tout nouveau cadre d'orientation curriculaire. C'est les documents stratégiques qui va guider la grande réforme du système éducatif national. Élaboré avec l'appui de l'UNESCO, ce texte est le fruit d'un long travail entre experts congolais et partenaires techniques. On écoute tout de suite la ministre Raissa Malou. Elle répond à la Fontaine Cabana. Nous nous réunissons aujourd'hui pour valider un document essentiel, le cadre d'orientation curriculaire COC de la République démocratique du Congo. Cet acte engage la direction que nous voulons donner à l'école congolaise, aux apprentissages de nos enfants et au-delà à l'avenir de la nation. La vision de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, place l'éducation au cœur du développement national. Elle affirme que l'école doit être le lieu où se préparent les compétences, la citoyenneté, la cohésion sociale et la capacité du pays à se projeter dans l'avenir. C'est cette vision que le plan quinquennal 2024-2029 du ministère de l'Éducation nationale et de la Nouvelle Citoyenneté traduit en priorité opérationnelle. Réformer les curricula, ce n'est donc pas seulement modifier les contenus, c'est répondre à une question centrale. Quels citoyens voulons-nous former pour la République démocratique du Congo? Une réforme curriculaire n'a de valeur que si elle modifie effectivement les pratiques, si elle améliore les apprentissages et si elle aide chaque enfant à progresser. Mesdames et messieurs, la validation du COC ne clôt pas le chantier, elle l'ouvre. À partir d'aujourd'hui, chaque programme, chaque manuel, chaque guide pédagogique, chaque dispositif de formation, chaque outil d'évaluation et chaque ressource numérique devra démontrer sa cohérence avec ce référentiel. C'est à cette condition que nous éviterons la dispersion des initiatives et que nous construirons un système plus lisible, plus efficace, plus équitable et plus redevable. Et puis autre chose, traquer les cybercriminels, sécuriser nos données et adapter nos tribunaux aux réalités du 21e siècle. C'est le grand chantier qui s'ouvre pour la justice congolaise. Le ministre d'État, ministre de la Justice, Guillaume Ngefa, à Tondoko Andali, vient de lancer officiellement la campagne nationale de sensibilisation des acteurs judiciaires au code du numérique. L'objectif est clair, bâtir une justice moderne, efficace et crédible, capable de protéger chaque citoyen, même dans l'espace virtuel. Car aujourd'hui, l'écran ne doit plus être une barrière à la loi. Regardez les images de ces lancements à Kinshasa. Aux côtés du ministre de l'économie numérique,
Augustin Kiba Samaliba et du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, le garde des Sceaux a posé un constat clair. Le numérique explose et la justice doit s'adapter. Face aux fraudes en ligne, aux atteintes à la vie privée, aux usurpations d'identité et à la haine sur les réseaux sociaux, impossible de rester passif devant cette nouvelle forme de criminalité. S'adressant directement aux magistrats, avocats, procureurs civils et militaires, le ministre d'État a tapé du poing sur la table. Les codes du numérique est désormais la référence absolue. C'est la boussole juridique pour tout ce qui touche à la preuve électronique, à la cybersécurité et à la répression de cyberinfractions. J'ai adressé une circulaire au parquet afin de rappeler les principes directeurs du traitement des infractions numériques, c'est-à-dire respect des libertés fondamentales, rigueur dans la preuve électronique et coordination institutionnelle renforcée. Dorénavant, la Belgique, à partir du 4 avril passé, il faut maintenant la différence entre les libertés d'expression, donc la liberté de quelqu'un de critiquer la gouvernance, ce qui est très reconnu à tout le monde, et aussi les caractères diffamatoires, insultants de ce qui se passe. Donc aujourd'hui, on a la possibilité, à travers la coopération judiciaire, de poursuivre ceux qui sont en Belgique. J'en ai fait la même chose avec d'autres pays, même en Chine, lorsque nous sommes allés. Et récemment, je me suis retrouvé à Victoria Falls, à la réunion de procureurs et ministres, et on a discuté de cette menace nouvelle qui porte atteinte à tout et qui bouleverse tout. Et ceux qui sont en Afrique du Sud, qui insultent, qui pensent qu'ils vont échapper, ils n'échapperont plus. Que les gens ne puissent pas se prévaloir du fait qu'ils se trouvent dans un pays bien déterminé et qui puissent échapper à notre justice. L'ambition de la République démocratique du Congo, elle tient en 5 piliers stratégiques: prévenir, sensibiliser, former, renforcer les capacités et coordonner les institutions. L'objectif final est limpide: doter le pays d'une justice moderne, capable de piloter la transformation numérique tout en bétonnant l'état de droit. Kinshasa s'apprête à faire peau neuve et ce sont ses propres enfants qui font s'en charger. Dès ces week-ends, plus de 4000 bâtisseurs de la nation vont envahir les rues de la capitale pour une grande opération d'assainissement. Le message est signé du lieutenant-général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik à la tête de la task force assainissement. Ces jeunes, ce sont d'anciens Koulouna, totalement rééduqués et formés pendant 2 ans au centre de Kanyama-KCC. Leur mission, partir en guerre contre l'insalubrité et l'incivisme environnemental qui étouffe Kinshasa. Le décor est planté, pourrais-je dire. Suivez. Ce sont ces unités principalement qui vont composer la task force qui est attendue dans la ville de Kinshasa pour s'occuper des travaux d'assainissement de la ville de Kinshasa. Nous avons reçu des missions très précises. Nous allons nous occuper de l'assainissement de la ville de Kinshasa en même temps de mettre fin à l'incivisme environnemental qui bat son plein dans la ville de Kinshasa où on voit les gens jeter les immondices sur la voie publique, sur les emprises publiques, où les gens construisent sans prévoir des fosses septiques et ils laissent les déchets de leurs fosses septiques dans le caniveau, où les gens s'adonnent à tout ce que vous connaissez comme acte d'incivisme dans la ville de Kinshasa. Et nous, en tant que bâtisseurs de la nation, inclus dans la task force, nous avons reçu cette mission de la haute hiérarchie d'y mettre fin. Je ne dirais pas que c'est la fin de la récréation, je ne sais pas s'il y avait récréation, mais nous avons une mission à accomplir. Nous avons des objectifs à atteindre et nous avons un résultat qui est attendu de la part de la haute hiérarchie. C'est avec ces bâtisseurs, c'est avec les éléments du service national qui sont intégrés
dans la task force. C'est avec nous que vous allez voir les résultats qui sont attendus dans la ville-province de Kinshasa. Nous avons des unités qui sont très efficaces, qui sont bien formées et bien préparées. Les jeunes que vous voyez ici sont bien préparés pour rétablir l'ordre dans la ville de Kinshasa. Et vous le verrez. Dans peu de jours, je crois d'ici la semaine prochaine, nous allons nous mettre à l'œuvre et vous allez nous juger à l'œuvre. Les jeunes qui étaient entrés dans le centre ici comme des délinquants, ils ont parachevé leur formation, ils ont été formés, ils sont devenus des bâtisseurs de la nation. Et en plus de ça, ces jeunes, sur instruction de la haute hiérarchie, donc du commandant suprême du service national, qui a décidé que ces jeunes soient intégrés au service national, ils sont devenus des agents du service national. Qui dit agent du service national bénéficie de tous les avantages que les agents du service national ont. Déjà aujourd'hui, vous allez le constater avec nous, déjà dès aujourd'hui, ils commencent à obtenir leur salaire. Aujourd'hui, ils ont déjà leur salaire. Mais nous avons aussi des promesses. Il y a des missions qui nous sont confiées, il y a des résultats qui sont attendus, mais il y a aussi des primes et des avantages qui sont prévus à cet effet. C'est comme ça que ces jeunes, s'ils travaillent bien, ils rendent la ville propre, ils font bien, il y a aussi une prime qui est prévue à cet effet. Ici, c'est une occasion pour nous de rappeler, nous l'avons toujours dit, le service national n'était pas une prison. Que Kanyamakase, ce n'était pas une prison. Que Kanyamakase, on n'amenait pas les jeunes gens ici pour les brimer, pour les torturer, pour les tuer. Nous amenons les enfants ici, nous l'avons toujours dit, sur instruction de la haute hiérarchie, pour qu'ils bénéficient de la formation, afin que cette formation, lorsqu'elle sera parachevée, qu'ils soient réintégrés dans la société. Et ils ont beaucoup de chance parce qu'ils sont réintégrés dans le service national. Ils deviennent des agents du service national. Et c'est le grand coup de balai attendu par de milliers de fonctionnaires sous l'impulsion du chef de l'État et l'encadrement de la première ministre. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou et Adolphe Mouzito se sont installés hier autour de la table. Objectif: accélérer la mécanisation de tous ces agents de l'État qui travaillent encore sans être pris en charge. Une course contre la montre pour garantir enfin un salaire digne à ceux qui servent la République. On écoute le vice-premier ministre de la fonction publique dans cet extrait choisi par Jossar Liboula. Ça concerne essentiellement la nécessité de rationaliser la gestion de l'enveloppe des rémunérations des agents et fonctionnaires de l'État, en faisant en sorte que celles et ceux qui sont déjà bénéficiaires de rémunérations plus ou moins décentes ne soient plus concernés par d'autres augmentations, avant que celles et ceux qui prestent, qui ne sont pas rémunérés, soient inclus dans le fichier paye. Autrement dit, nous avons donc discuté autour de la mécanisation des agents et fonctionnaires de l'État non encore pris en charge en termes de rémunération. La fonction publique ne peut pas efficacement agir sans le budget, je dirais même sans le finance. Et prochainement, nous aurons une tripartite, fonction publique, budget et finance, pour que nous puissions finaliser des propositions, des actions qui seront posées par le gouvernement dans le cadre de la matérialisation donc, des instructions présidentielles. Nous sommes en train d'agir pour essayer de mettre à la disposition de notre pays, tel que le souhaite le président de la République, une administration publique efficace, une administration publique forte, intègre, qui soit au rendez-vous du rendement et des résultats, qui soit véritablement proche de nos concitoyens. Et pour que cela soit possible, il faut avoir des agents et fonctionnaires de l'État placés dans des conditions psychologiques optimales. Et donc, il faut que chaque fonctionnaire de ce pays soit rémunéré à sa juste valeur, au prorata de ce qu'il fournit comme travail, comme effort, pour justement essayer de permettre à l'État de créer davantage de la richesse, d'être au service de nos compatriotes, et aussi d'améliorer la qualité, c'est ça l'objectif ultime, la qualité du service public.
Sécurité maximale dans l'assiette congolais. Le directeur général de l'Office congolais de contrôle, le professeur Pierre Loola Osomba, a clôturé ce mercredi les travaux cruciaux sur la problématique des additifs alimentaires. 2 jours de débat intense au cœur de l'Institut national des arts à Kasavubu pour blinder notre système de contrôle sanitaire. Voyons le point complet dans ces reportages. 2 jours de remue, ménage intensif, des normes décortiquées et de stratégies passées au peigne fin. Au cœur de cette séance de travail particulièrement riche, les panélistes n'ont pas mâché leurs mots. Il y a urgence. Urgence d'imposer une réglementation nationale claire, stricte et surtout adaptée à nos réalités locales. L'objectif, protéger efficacement les consommateurs congolais et restaurer une confiance totale dans les produits qui inondent nos marchés. Durant 48 heures, autorités des régulations et experts scientifiques ont planché sans relâche sur la sécurité alimentaire, sanitaire et nutritionnelle des aliments. Prenons la parole pour clore les assises. Le directeur général de l'OCC a salué la convivialité et la haute tenue scientifique de débat. Pour le professeur Pierre Loola Osomba, cet atelier confirme une fois de plus les rôles de pivot de l'OCC, véritable pilier de l'infrastructure nationale de la qualité et garant incontournable de la protection des consommateurs. Au cours de ces journées, nous avons approfondi nos connaissances sur les additifs alimentaires, leur encadrement réglementaire et leur impact sur la santé publique. Nous avons également découvert les savoir-faire remarquables de nos producteurs locaux. Plus qu'un slogan, le Made in RDC est aujourd'hui une réalité porteuse d'espoir, d'emploi et de croissance économique. Mesdames et messieurs, l'Office congolais de contrôle OCC confirme une fois de plus sa place de pilier de l'infrastructure nationale de la qualité et des garants de la protection des consommateurs. Notre mission va bien au-delà du contrôle. Nous contribuons directement à la sécurité sanitaire des aliments, à la compétitivité des entreprises congolaises et à la confiance des marchés. Mais cet atelier n'était pas réservé qu'aux seuls experts chevronnés. La relève scientifique était aussi au rendez-vous. Venus de la colline inspirée, les étudiants en chimie de l'Université de Kinshasa ont activement suivi ces assises. Pour ces futurs chercheurs, ces 2 jours ont été une véritable mine d'or, leur permettant de maîtriser la frontière entre additifs autorisés et interdits pour garantir une traçabilité sans faille des aliments. D'abord, on a compris que notre pays n'avait pas disposé d'un système qui contrôle les additifs alimentaires. Et on a compris que la RDC, c'est un passoire où les étrangers jetaient les additifs qui sont conformes ou non à l'intérieur. C'est pourquoi l'objectif était d'organiser cet atelier pour pouvoir mettre en place un dispositif de permettre à ce que les additifs soient contrôlés, soient conformes par rapport à ce qui se passe à l'étranger. Les assises c'est basé sur les additifs alimentaires communément utilisés ici en RDC. Pour ce que j'ai retenu, les assises nous ont permis de connaître lesquels des additifs sont autorisés en RDC, lesquels ne sont pas autorisés, par rapport à leur employabilité, à leur manière de les utiliser dans nos productions, notamment dans la nourriture, par nos mamans. Cela nous a permis vraiment d'approfondir notre connaissance en matière des additifs alimentaires, leur traçabilité et autres choses.
La théorie cède désormais la place à la pratique en délocalisant la science au cœur de temple de la culture que l'INA, les nouveaux managements de l'OCC lancent un appel fort, la sécurité alimentaire et une culture nationale qui doit entrer dans le MERS. Entre numérisation des alertes et laboratoires renforcés, les boucliers est posé. Restent maintenant les défis du suivi sur le terrain pour que l'assiette du Congolais cesse définitivement d'être un point d'interrogation. Consommateurs qui sont dans la sécurité alimentaire Covid. Après 6 jours d'intenses travaux axés sur le contrôle systémique, l'inspection générale de finances passe à la vitesse supérieure. Le chef de service Christophe Bitassi-Mouabayi a officiellement clôturé l'atelier dédié au plan stratégique triennal 2026-2028. Retour sur une synergie réussie avec le média et la société civile, scellée sous le signe du renforcement de capacités et de la convivialité. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime, tel un capitaine qui, après avoir passé plusieurs jours en mer, ramène confortablement en toute sécurité un navire à quai. En effet, ouvert le lundi 8 juin, dans ce cadre magnifique du restaurant Chapiteau 19, le séminaire de renforcement des capacités consacré à la vulgarisation du plan stratégique triennal 2026-2028 de l'inspection générale des finances auprès des médias et de la société civile pour ces travaux ce samedi 13 juin. J'exprime ainsi à toutes et à tous ma sincère reconnaissance pour ce dévouement qui a accouché d'un travail d'une si haute facture. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers participants, en ce moment où les rideaux se referment sur ces assises du Chapiteau 19, je ne doute pas un seul instant que le double objectif fixé dès le départ a été atteint. C'est ici donc l'occasion pour ma part d'exprimer avec respect une profonde gratitude au président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, depuis son avènement à la tête de notre pays, ne ménage aucun effort pour engager résolument le pays sur la voie de réforme dans le but d'améliorer la gestion des finances publiques, de garantir une utilisation efficace et efficiente des ressources publiques, de lutter contre la corruption et autres antivaleurs assimilées en vue de renforcer la confiance des citoyens dans les institutions publiques. Stratégie, innovation et réalisation de la Direction générale des impôts, tel est le résumé de l'exposé magistral du directeur général Barnabé Mouakadi Mwamba lors de journées scientifiques de Kinshasa organisées sous le haut patronage du président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, du 16 au 18 juin par la Commission économique et financière. Sur place, pour le compte d'APIC Télévision, Cédric Bachala et Claudie Maemba qui nous signent encore une fois de plus ces reportages. L'accroissement des recettes de l'État, innovation, stratégie et résultats, ceci est le thème central des journées scientifiques de Kinshasa organisées par les COFIN de l'Assemblée nationale. Devant un parterre des membres du gouvernement, des mandataires publics
et autres. Le DG de la DGI, Barnabé Mokadi Mwamba, a défendu avec maestria son thème centré sur innovation, stratégie et réalisation de la DGI. À la hauteur de ces thèmes, le DG Barnabé Mokadi Mwamba a fait savoir à l'assistance la quintessence de l'impôt pour le développement d'un pays. La Direction générale des impôts a la mission primordiale de mobiliser les recettes de l'État. C'est une mission qui est efficacement encadrée par le gouvernement à travers le ministère des Finances, suivant la vision claire et le leadership axé sur les résultats de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tshilombo, à qui j'ai rendu hommage depuis différents. Loin d'être une simple contrainte ou une jonction arbitraire, l'impôt et les moyens souverains, par excellence, de mobilisation des recettes. C'est le carburant, nous l'avons toujours dit, du développement d'un pays. Un pays ne peut pas se développer sans l'impôt. La DGI mesure bien le niveau de sensibilité de cette mission qui est sienne et prend toute disposition nécessaire pour la mobilisation accrue des recettes. Un leader visionnaire et conscient de sa mission, Barnabé Mokadi Mwamba a également fait mention des réformes majeures engagées pour mobiliser plus de recettes à travers des impôts, notamment la taxe sur la valeur ajoutée, TVA. Il est si important. Par exemple, il y a un groupe qui, à lui seul, doit payer à la DGI plus ou moins 6 milliards de dollars. Nous avons parlé avec notre chef du gouvernement, donc le ministre des Finances. Il est prêt à nous aider pour recouvrer, si pas 6 milliards, mais de fiches la moitié. Si aujourd'hui ce groupe-là paye 3 milliards, moi, DG des impôts, j'ai donc des sur mes oreillers. Donc, il y a encore possibilité que la DGI soit encore beaucoup plus performante. Nous sommes dit, on peut croiser les bras. Nous sommes allés aussi chez les partenaires pour mettre en place la gestion de la TVA des GAFAM. GAFAM, ça veut dire Google, Apple, Amazon, Microsoft. Ces entreprises-là, ailleurs, payent la TVA. Mais chez nous, en RDC, ils ne payent pas. Nous avons pris contact avec les partenaires. Aujourd'hui, ils sont prêts à payer cet impôt. Je pense que d'ici le mois de juillet ou bien le mois d'août, si les contacts sont vraiment francs, on va commencer à récolter la TVA des GAFA. Ce qui va dire que la DGI sera encore beaucoup plus performante. La directrice chef des services des études statistiques et communication d'ESCOM à la DGI, Lili Bilonda Mukuta et autres responsables de ces départements ont accompagné ces jours le patron de l'administration fiscale, Barnabé Mokadi Mwamba, lors de ses assises au Palais du Peuple. À Lubumbashi, la DRC Mining Week 2026 ouvre ses portes avec une ambition claire, transformer localement le minerai de la RD Congo. Entre cuivre, cobalt et volonté d'industrialisation, autorités et investisseurs veulent tous sortir du modèle des exportateurs de matières premières brutes. Suivez cet élément. Lubumbashi, capitale minière de la République démocratique du Congo, accueille depuis ce mercredi la DRC Mining Week 2026, l'un des plus importants rendez-vous du secteur extractif africain. La cérémonie d'ouverture s'est tenue au Pullman Lubumbashi Grand Caravia en présence des autorités publiques, des opérateurs miniers, des investisseurs et de partenaires au développement. Le ministre des Mines, Louis Watum Kabamba, a officiellement lancé les travaux de cette édition, placée sous le signe de la transformation économique et de la transition énergétique. Au cœur des échanges, une question stratégique. Comment faire de l'immense potentiel minier de la RDC un véritable moteur d'industrialisation et de création de valeur locale, premier producteur mondial de cobalt et détenteur d'importantes réserves de cuivre, la RDC occupe une position incontournable dans l'approvisionnement mondial en minerais critiques indispensables aux technologies vertes. Mais pour transformer ces ressources sur son territoire, le pays doit relever un défi majeur,
celui de l'accès à une énergie abondante, fiable et compétitive. C'est dans ce contexte que le Fonds de promotion de l'industrie, le FPI, a pris part à la pré-conférence consacrée à la transition énergétique et à l'industrialisation. Intervenant devant les participants, le directeur général adjoint du FPI, Blaise Mastaki Birinois, a rappelé que l'énergie constitue la première infrastructure de développement industriel. Pour le FPI, l'ambition de la RDC ne peut plus se limiter à l'exportation des matières premières. L'objectif est désormais de favoriser leur transformation locale afin de générer davantage de valeur ajoutée, de créer des emplois et de renforcer la compétitivité de l'économie nationale. Et donc notre stratégie, et ce n'est pas même notre intérêt de financer des projets énergétiques, c'est de transformer réellement. Quelqu'un me disait tout à l'heure en entrant que le potentiel congolais n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, c'est plutôt concrétiser ce potentiel. Et on le concrétise par le financement de l'énergie qui incite même l'industrialisation du pays. Donc nous allons vers la valeur ajoutée localement qui augmente notre TPI local, d'où l'intérêt même pour le FPI aujourd'hui de soutenir ces projets énergétiques. Ici, je fais allusion, vous savez que nous finançons aussi la chaîne de valeur minière. Et donc, il est de notre intérêt de soutenir l'énergie, mais pas que, vous voyez, pour justement permettre à toute la chaîne de valeur minière de pouvoir s'exprimer, permettez-moi l'expression, et par ricochet, c'est pas gratuitement que nous le faisons. Alors donc, je conclue en disant effectivement que la concentration sur le financement des projets énergétiques autour des miniers, bien sûr, a un impact direct sur la rentabilité de la mégastructure, qui aussi peut être financée dans certains de ces aspects. Vous avez vu qu'il y a des grosses sommes qui sont décidées dans ce projet des miniers. Alors nous ne parlons pas forcément du financement des 100 millions de dollars nous-mêmes. Nous parlons justement du financement assez raisonnable de 30 millions, 20 millions de dollars pour financer une activité concrète de transformation. Le minier qui produit l'acide localement, on peut lui demander justement le financement du FPI pour produire l'acide localement, mais parce qu'en produisant l'acide qu'elle va utiliser elle-même ou qu'il va utiliser lui-même, il va aussi payer la TPI locale. Notre foi aujourd'hui, et voilà. Cette vision se traduit déjà à travers plusieurs projets industriels soutenus par l'établissement public. C'est notamment le cas de MES, spécialisé dans la fabrication des cathodes, des tuyaux et des câbles électriques, des bags and sacks, qui produit des emballages destinés à l'industrie minière, ainsi que du laboratoire d'analyse minière du Lualaba, dont le renforcement des capacités contribue à améliorer le contrôle et à la certification des produits miniers. Parallèlement, le FPI accompagne également plusieurs initiatives énergétiques structurantes, parmi lesquelles les études pour l'implantation de la centrale hydroélectrique de Tchibassa, le projet de centrale photovoltaïque de Chipuka actuellement en phase de financement, ainsi que le développement du barrage de Mbombo. À la DRC Mining Week 2026, le message est clair. L'avenir du secteur minier congolais ne se jouera pas uniquement dans les mines. Il dépendra aussi de la capacité du pays à développer les infrastructures énergétiques nécessaires pour soutenir son industrialisation et transformer durablement ses ressources naturelles en richesse nationale. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons complètement cette édition du journal. Merci de votre attention. On se retrouve à la prochaine. Ce journal vous a été proposé par Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.